Parlez de ce rôle, de la manière dont les États-Unis ont utilisé Israël, plutôt que d'Israël utilisant les États-Unis, ou de ce que les gens appellent, vous savez, le gouvernement occupé par les sionistes, le ZOG. Voilà. Alors, parlez de cette autre dynamique. Oui, et je pense qu'il est important de le souligner. Je ne vais pas sortir cette formule célèbre. Deux choses peuvent être vraies en même temps. Mais je pense qu'il est important de noter que deux choses peuvent se produire simultanément. D'accord? C'est-à-dire qu'Israël joue là encore un rôle important comme une sorte de force militaire, d'avant-poste du militarisme au service de l'impérialisme américain, et qu'Israël lui-même, en tant que projet colonial de peuplement, bénéficie réellement de certaines faiblesses du gouvernement et de la société américaine et les exploite aussi, et ainsi de suite. Pas seulement aux États-Unis, mais même en Europe, d'accord? Ces choses peuvent se produire en même temps. Elles n'ont pas besoin d'être séparées, ni de s'exclure mutuellement. Mais ce qu'on constate quand on regarde la relation entre les États-Unis et Israël, surtout à partir des années 1950, c'est que les États-Unis considéraient Israël, comme je le dis dans la vidéo, non pas comme un allié, ni comme un égal. Parce que le terme allié implique en quelque sorte un certain niveau de bénéfice mutuel et d'égalité, l'idée qu'on est du même côté. Or, ce n'est pas ainsi que les États-Unis ont traditionnellement vu Israël. Au contraire, surtout dans les années 1950, ils le voyaient comme un atout géopolitique nécessaire qu'ils pouvaient utiliser pour contrebalancer ce qu'ils percevaient comme une montée du nationalisme arabe, très fortement tourné vers l'Union soviétique. Et donc, tout au long des années 50, 60, 70 et surtout 80, on voit qu'Israël devient cet outil de l'influence américaine dans la région afin de sécuriser les voies navigables, de contrebalancer l'influence soviétique et de repousser l'influence et l'expansion du nationalisme arabe. Celui-ci, bien sûr, encore une fois, s'opposait vraiment à l'influence euro-américaine et se rapprochait de l'Union soviétique. Et cela se reproduit encore et encore. Et vous savez, dans la série, et je veux aussi parler de la série, j'examine en profondeur dans ces épisodes ces grands moments des relations américano-israéliennes. Et il faut réfléchir à cette relation en dehors du lobby, vous voyez, en dehors du lobby pro-israélien. Ces éléments peuvent exister. Bien sûr, je ne nie pas leur importance, ni leur rôle central, et je ne les minimise pas. Mais on remarque par exemple qu'AIPAC ne commence à devenir aussi grand et aussi puissant qu'à la fin des années 70, au début des années 80, lorsque Ronald Reagan, un sioniste chrétien, est au pouvoir, qu'il y a une montée du sionisme chrétien et que bien sûr AIPAC se rend compte que, en réalité, la population pro-israélienne qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis, ce ne sont pas les Juifs américains. Ce sont les chrétiens évangéliques américains. Mais ce n'est qu'à la fin des années 70, au début des années 80, que cette relation commence à se développer. Puis vous savez, vers la fin des années 80 et dans les années 90, c'est aussi là qu'AIPAC commence à prendre son essor. Donc AIPAC, le lobby pro-israélien, ne suffit pas à comprendre cette relation. C'est pourquoi quand on parle de ce qui se passe en ce moment, avec cette intégration accrue des armées américaines et israéliennes, il faut revenir à cette histoire et à la manière dont Israël a toujours servi en quelque sorte de vassal aux intérêts américains. Et ça remonte. Vous savez, à l'époque où Israël soutenait, par exemple, l'Afrique du Sud et le régime d'apartheid. Israël le soutenait parce que l'Afrique du Sud et Israël avaient non seulement des points communs, notamment évidemment le système d'apartheid et la manière de gouverner ces populations majoritaires, dont ils estimaient qu'elles n'avaient pas le droit de vivre sur cette terre, ni de bénéficier des droits humains fondamentaux.
mais ils se voyaient aussi comme les protecteurs d'un mode de vie euro-américain dans ces régions face à l'influence soviétique. C'est aussi pour cela qu'ils ont pu se rapprocher. Et les États-Unis considéraient alors, bien sûr, à la fois l'Afrique du Sud de l'apartheid et Israël comme nécessaires dans cette lutte. Encore aujourd'hui, quand on voit, enfin, vous savez, ce rapport remarquable que Francesca Albanese a présenté, ça fait peut-être un an, quelques mois, j'ai perdu la notion du temps, dans lequel elle examine le commerce du génocide, l'économie du génocide, n'est-ce pas? Elle explique que la bourse de Tel Aviv a progressé de 179% après le 7 octobre. Et quand on regarde ça de plus près, cela concerne beaucoup la tech et les armes. Israël est donc devenu un immense pôle dans ce domaine. Anthony Lowenstein a écrit un livre remarquable là-dessus, que selon moi tout le monde devrait lire parce qu'il va vraiment au cœur de la manière dont Israël fonctionne, surtout tout au long des années 2000, mais aussi un peu avant. Mais surtout dans les années 2000, comme une sorte de laboratoire pour rechercher, développer et, comme ils disent, tester au combat sur les Palestiniens des armes et des technologies de surveillance. Parce qu'Israël dispose de ce que presque aucun autre pays n'a, une immense population captive, sous occupation. Et Israël doit, entre guillemets, vous savez, mettre en place des formes de contrôle social sur elle. Les États-Unis ont aussi certes des populations captives, mais elles se trouvent dans notre système carcéral. C'est donc un autre type de logique. Créer une architecture de l'incarcération et l'appliquer aux immigrés, aux migrants, et ainsi de suite. Mais cela profite, comme tant d'autres pays en profitent, de la mise à l'épreuve sur le terrain par Israël. C'est littéralement la terminologie qu'ils utilisent, que leurs fabricants d'armes et leurs sous-traitants de la défense utilisent pour vendre leurs produits. Et c'est pour ça qu'Israël est si lucratif pour tant de pays. Même quand on regarde, par exemple, les accords d'Abraham, je dis toujours, et d'autres le disent aussi, donc ce n'est pas forcément une idée nouvelle, qu'il ne faut pas les voir simplement comme des accords de normalisation, mais comme des accords d'armement. Parce que ce qu'ils nous montrent, c'est qu'Israël est utilisé comme un moyen, là encore comme un vecteur pour diffuser des armes dans la région. Et ces armes sont ensuite utilisées contre des populations considérées comme menaçantes. Quoi que cela veuille dire, n'est-ce pas? Oui, et il y a aussi The Palestine Laboratory, ou laboratoire, comme dirait Anthony. Anthony parce qu'il est australien. Il y a aussi un autre excellent livre qui s'appelle The Palestine Pacification, de Jeff Halper. Aucun lien de parenté à notre connaissance, mais il explique comment Israël vend sa technologie. Évidemment, elle est appliquée aux Palestiniens, mais aussi à l'étranger, et comment cela crée un marché. C'est pour ça que beaucoup de pays ont peur de le remettre en cause, y compris des pays dont on pourrait penser qu'ils le feraient. Oui. Alors, y a-t-il des moments en particulier que vous voudriez mettre en avant et dont vous n'avez pas déjà parlé? En tout cas, je suis vraiment très enthousiaste à propos de la série. Il dit Israël, dans la série, y a-t-il des moments dans la série ou des moments this? Eh bien, vous avez dit quelque chose à propos de... Oui, je veux dire l'un ou l'autre. Oui, et vous avez parlé, je crois, de certains moments dans la relation entre les États-Unis et Israël. Pour moi, il y a tellement de moments intéressants, mais, je veux dire, en 2016, le protocole d'accord sous Barack Obama est absolument crucial. Et puis, comme on le sait, qui était le vice-président de Barack Obama? Le plus pro-Israël, probablement quelqu'un qui allait devenir le président le plus pro-Israël de l'histoire des États-Unis. Même si, bien sûr, Donald Trump aimerait sans doute lui aussi revendiquer ce titre. Mais c'est un moment vraiment important. Pour moi, le plus important se passe en ce moment même. Ces 3 dernières années, depuis le début du génocide à Gaza et en Cisjordanie,
mais aussi avec l'extension de la guerre au Liban Sud, à l'Iran et bien sûr au Yémen. Ce moment était en quelque sorte décisif. Ça l'était vraiment. Et j'espère que davantage d'Américains vont aussi le comprendre. C'était le moment de voir si les États-Unis allaient dire « Vous savez quoi? Je pense que cet investissement est peut-être arrivé au bout de son parcours. » Et ce n'est clairement pas ce qui s'est passé ici. Donc je pense que ce que nous allons voir, cette intégration qui va probablement se faire, je serais généralement surpris qu'elle ne se fasse pas. Et je pense que beaucoup de démocrates auraient aussi voté pour. D'ailleurs, s'il y avait également eu un président démocrate en fonction, je pense vraiment que cela aurait été le cas. Donc je pense que ce moment et l'intégration accrue que nous allons voir vont définir les 10 prochaines années, ce à quoi ce pays va ressembler et ce qu'il va faire à l'intérieur comme à l'étranger. Et je pense que ce qu'on a vu, c'est que, vous savez, les gens parlent du caractère terrifiant des technologies israéliennes. Et c'est le cas. Les technologies israéliennes sont absolument terrifiantes au vu de ce qu'ils développent, de ce sur quoi ils travaillent et de ce qu'ils ont utilisé contre les Palestiniens. J'ai consacré tout un épisode aux technologies de surveillance, à la manière dont elles sont utilisées, mais aussi à la façon dont, sous les administrations américaines, y compris celle de Biden, certaines de ces technologies ont été achetées et intégrées à nos institutions ici. Et elles seront probablement encore davantage utilisées contre les populations américaines sous l'administration Trump, puis sous celle de quiconque lui succédera. Vous savez, tout ça fait peur. Et c'est à ça que nous devons nous préparer. Et une partie de moi s'inquiète aussi du fait qu'on soit devenu si complaisant. Et je ne dis pas ça en vous faisant la morale. Je m'inclus là-dedans aussi. On est devenu tellement complaisant face à la surveillance parce que, vous savez, après les révélations de Snowden, enfin, c'était impensable. Quand c'est arrivé, on a tous perdu la tête. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et on a vu que la surveillance et l'utilisation de nos données n'ont fait qu'empirer. Je suis sûre que vous avez entendu parler des caméras Flock partout dans le pays, que des gens détruisent désormais physiquement. Et je trouve ça formidable. Mais la surveillance fait maintenant partie intégrante non seulement de notre vie quotidienne, mais de notre vie d'heure en heure. Et maintenant qu'on accepte ouvertement l'intégration accrue de technologies israéliennes dans notre armée ici, qu'est-ce que ça signifie aussi pour la surveillance intérieure? Parce que nous savons que ça ne reste jamais là-bas. Ça fait vraiment partie intégrante de ce qui se passe ici. Si on prend, par exemple, 2023, les douanes et la patrouille frontalière ont signé un contrat, c'était en 2022 ou en 2023, avec Elbit Systems, pour construire des tours de surveillance et tout le reste le long de la frontière. Ce ne sont pas des choses qui restent là-bas. Elles sont toujours ramenées ici, utilisées contre la police et contre les populations dissidentes. Donc oui, c'est inquiétant. Si les armées américaines et israéliennes vont s'intégrer davantage pour développer des technologies qui ne sont évidemment pas seulement des technologies d'armement ou de surveillance, elles finiront aussi entre les mains des services de police, qui, on le sait, sont extrêmement militarisés. D'accord. Alors, quelle est la différence? Quelle en est l'importance? Je pense que ce que vous soulignez est très important, c'est pas aussi spectaculaire que les gens le disent. Mais qu'est-ce qui est nouveau dans cette loi d'autorisation de la défense nationale? Je pense que ce qui est nouveau, c'est aussi les technologies dont on parle, n'est-ce pas? Et puis le degré de... Je ne pense pas qu'on devrait... Là encore, il y a cette manière de présenter les choses comme si on donnait simplement davantage d'aide à Israël. Ce n'est pas ça.
C'est une intégration plus profonde sur le plan des technologies militaires et de l'industrie de défense. C'est ce qui se passe. Et je pense que ce qui rend cela particulièrement inquiétant aujourd'hui, c'est la nature extrêmement belliciste de l'administration actuelle, n'est-ce pas? Je veux dire, l'administration précédente était belliciste aussi. Ne vous méprenez pas, d'accord? Mais si c'est dans cette direction que le gouvernement américain continue d'aller, une ligne dure, à l'étranger comme à l'intérieur du pays, alors oui, bien sûr. Quand on voit ce qui se passe dans ces centres de détention, qui sont en réalité des camps de concentration pour les sans-papiers, pour les enfants, c'est ça qui fait peur. La question, c'est comment cela va-t-il être utilisé? Surtout, vu l'impunité dont bénéficient tant de forces de l'État quant à ce qu'elles peuvent faire à l'intérieur de ses frontières, qu'il s'agisse de la police ou de l'issue.